Donc effectivement, en tant qu'architecte HMONP, maîtrise d'œuvre, habilité à la maîtrise d'œuvre, donc oui, on peut suivre des chantiers, c'est ce que nous faisons assez fréquemment aussi, pour communiquer entre les entreprises et avec le client aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur ICOS Masterclass. Moi c'est Nicolas, je suis le fondateur du réseau COS et tous les 15 jours, je reçois un professionnel membre du réseau COS qui vient nous parler d'une problématique de son activité professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît peut-être tous ceux qui ont fait de la rénovation. Comment est-ce qu'on peut partir d'un budget initial de 10 000 euros et qu'on estime à 15 jours de travaux et finir à 20 30 000 euros et 3 mois de travaux? Eh bien, pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Élodie Gasquier. Bonjour Élodie. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Très bien, et toi? Merci. Élodie, Oui. On va commencer par le début. Qui es-tu? Je suis Élodie Gasquier, architecte HMONP et architecte d'intérieur. D'accord. J'ai ma société d'architecture d'intérieur sur Roquebrune-sur-Argence. Et nous avons des clients privés, professionnels, sur un rayonnement entre Cannes, Draguignan et puis Saint-Tropez. D'accord, un peu partout. Tu as dit architecte comment? HMONP. Ah d'accord. Alors, Moi je connais les architectes DPLG, mais pas les HMONP. alors, pour faire simple, c'est Oui. la même chose. C'est la même chose. C'est juste que dans les années 2007 à peu près, l'État a décidé de changer le nom. Donc c'est D'accord. plus diplômé par le gouvernement français, mais c'est habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc il existe toujours des architectes DPLG puisqu'ils D'accord, ont c'est ceux obtenu qui leur auront l'ancien diplôme examen. avant 2007 et les autres qui ont eu les diplômes. Donc moi je l'ai eu en 2009, d'où le HMONP. Donc nous sommes maîtres d'œuvre et habilités à cela. D'accord, merci pour cette précision. Effectivement, c'est pas un terme qu'on C'est pas entend simple, si souvent. ouais. Puis c'est pas facile à prononcer en plus. Aussi, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'un chantier peut dériver? Tout à l'heure, je parlais des fois d'une augmentation des coûts, mais ça peut être aussi une augmentation du temps, alors qu'au départ, il semblait être parfaitement préparé, par exemple. Alors c'est très bien le terme que tu emploies parce que tu dis « il semble ». Il semble, il y a préparé et préparé. Effectivement, il y a tout un tas de préparations à faire, que ce soit administrative mais aussi technique. D'accord. Donc on a plusieurs cas où on s'est rendu compte que les entreprises et les clients auraient peut-être dû faire plus d'études au préalable. D'accord, afin ça c'est la d'avoir partie un petit peu technique. moins de surprises. Les deux. Alors on va dire même sur l'administratif, ça peut arriver. D'accord. J'ai un ami avocat spécialisé en urbanisme qui m'a expliqué qu'une fois des clients avaient rénové tout un vieux mât provençal dans l'arrière-pays. D'accord. Ils avaient fait des visios, des tutos sur les réseaux qui va sociaux, bien. etc. Ils l'ont mis en location Airbnb au final pour se rendre compte après que ce n'était pas régularisable, en habitable, en surface habitable. D'accord, donc ils n'ont pas demandé en fait le permis, mais quand bien Pas même du ils le tout. feraient après, ça passerait pas parce que c'était Non. pas. Donc ils ont dû malheureusement tout démolir et remettre en état parce que c'était destiné qu'à un espace agricole Ah oui. et non habitation. Donc il y a à chaque fois des règles particulières selon les villes, selon les zonages, etc. Mais ces études-là administratives, il vaut mieux les faire avant pour savoir est-ce qu'on va investir tant de milliers d'euros et on ne nous fera pas démolir par la suite. Donc ça c'est quelque chose que tu vas faire toi avec tes clients. Ah, Tu vas complètement. effectivement faire toute cette partie administrative avant de lancer Ah oui. un projet. C'est Ouais. une étude de Souvent, faisabilité. Je leur explique qu'on fonctionne un petit peu comme un entonnoir. C'est-à-dire, je vais d'abord balayer toute la partie administrative. On voit ce qu'on a le droit de faire D'accord. pour pas qu'ils investissent des milliers d'euros pour rien derrière. Parce D'accord. qu'après, c'est ma responsabilité. Puis notre rôle premier en tant qu'architecte, c'est le conseil. D'accord. Donc la première partie, c'est vraiment l'administratif, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Ensuite, on redescend. Là, on sait quel projet on va pouvoir faire. Et ensuite, on va faire des études plus techniques avec des ingénieurs béton, avec des études de sol, avec D'accord. des études fluides, etc. qu'il faut prendre en compte aussi parce que techniquement, on peut avoir d'autres soucis. Tu as un exemple à nous donner d'un problème technique que tu as pu rencontrer? Hein? Hein? Non, mais j'en ai plein. Ou plusieurs. J'en ai plein. Alors là, je vais vous en dire peut-être deux. Des connaissances qui n'avaient pas voulu écouter leur architecte, D'accord. qui leur conseillaient. Toujours et écouter c'était un Élodie. devoir, Élodie, ou les autres architectes, Ou les autres. ou les autres maîtres d'œuvre, ou les professionnels tout simplement, qui leur expliquaient qu'il faut absolument faire une étude de sol pour faire les fondations de sa maison. Bon, ils n'ont pas voulu le faire, se disant que le terrain, ça allait. Et malheureusement, le terrain, ça n'allait pas du tout. Ce n'était que du remblai. D'accord. Donc ils ont dû aller chercher les fondations bien plus loin pour trouver le bon sol. Et ça, il n'avait pas prévu au budget. Ouais, donc un gros surcoût. Un gros surcoût. Mais voilà, il y avait eu le conseil malgré tout. Ensuite, pas plus tard que ce matin, j'ai visité une quand même grande maison de village sur 4 niveaux qu'il faut rénover.
D'accord. Et beaucoup de choses impactent une autre. Et le client n'a pas forcément conscience en fait, du budget à la base. Donc nous, on est là un peu pour les ramener à l'ordre. Enfin, À la réalité. on en parlera peut-être après. Voilà. Typiquement, là, tu parles d'une ancienne bâtisse à rénover. Est-ce que tu as des mauvaises surprises, des fois des problèmes cachés en rénovation, des choses que tu ne vois pas parce que finalement, tu as le même regard qu'un agent immobilier. En tout cas, quand tu rentres dans une pièce, tu vois la même chose que tout le monde. Sauf que toi, tu dois évidemment avoir des garanties derrière tout ça. Oui. C'est des surprises assez fréquentes, mauvaises surprises. Souvent. Ouais. Souvent. Quand c'est de l'existant, encore une fois, quand c'est du neuf, pas de souci. Mais À condition que tu ailles partir. Et voilà. L'existant, ça devient maintenant presque la priorité, ce qu'on voit le plus que du neuf. Et on a ce cas-là tout le temps. Oui, donc j'ai des exemples sur un chantier où on a voulu enlever le faux plafond. On n'avait pas fait de carreautage dans le faux plafond. Il avait l'air propre et sain. Ouais. Au final, quand on l'a enlevé, on s'est rendu compte que la poutre, une des poutres principales qui tient la toiture, était moisie et avait été reprise en sous-œuvre par 2 autres poutres sur les côtés. Mais ces 2 autres poutres n'allaient pas de porteur à porteur. D'accord. Donc en fait, ça tenait rien du tout, voilà, dans le vent complètement. Et on a compris la fissure sur façade aussi. Ça, c'est un exemple sur tant d'autres. Il y en a beaucoup, mais j'imagine que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas voir forcément, en tout cas quand tu rentres dans une maison pour la première fois, ce qu'il y a derrière. Donc comment tu fais pour te prémunir, ne serait-ce que toi, pour te protéger, de se dire que là, on va avoir cette pièce qui est magnifique à rénover, mais quand on va gratter, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Comment on fait pour se protéger de ça? C'est vrai qu'on a quand même une marge d'environ 10% à peu près sur des découvertes. Sur le budget, tu veux dire, sur le devis, tu prévois quand même une somme qui permettra de couvrir cette somme-là. Des choses qu'on découvre au fur et à mesure, tiens, on casse un mur, on est sur la roche, il faut prévoir l'étanchéité, etc. On ne l'avait pas prévu. Bon, maintenant, c'est des choses que, par exemple, j'anticipe. Sur certains terrains, je sais qu'on va être sur de la roche. Donc, avec l'expérience, on sait aussi. Mais il y a toujours des cas improbables ou cachés, des malfaçons qui se situent dans les biens. Le but, c'est de faire le plus d'études possible. Alors, ça prend du temps. Et ça, les clients ne comprennent pas forcément parce que les clients, on construit demain. Non, en fait, entre le temps d'élaboration de tout ce qui est partie administrative et ensuite la partie études profondes avec des plans plus détaillés, des plans pro, des études d'ingénieur, comme je vous ai dit, béton, fluide, etc., ça prend du temps. Donc, si le client est en capacité de comprendre ça, il aura moins de surprises. Donc, je pense qu'il vaut mieux payer des professionnels, ça sera peut-être moins coûteux, que payer finalement à la fin tous ces surplus qui vont se rajouter là. Donc oui, on perd un petit peu de temps au démarrage. Mais c'est un investissement et derrière on y gagne. Mais c'est exactement un investissement par la suite. Parce qu'alors après, le temps, lui, peut se rallonger beaucoup plus sur le chantier. Je comprends. D'une manière générale, là on est dans un cas un peu spécifique où on peut avoir des problèmes dans l'ancien lors de la rénovation. Mais d'une manière générale, est-ce que tes clients te demandent souvent des modifications en cours de projet, des choses qui sont des fois pas grand-chose, on change la couleur d'un mur, ça c'est pas très impactant, mais des fois peut-être qu'ils peuvent te demander des choses qui font beaucoup retarder la fin du chantier, peut-être aussi qui font exploser le budget, ils s'en rendent pas forcément compte. Alors il y a des fois où, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas prévu, c'est dans le bâti, donc c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute, enfin voilà, c'est le bâti qui est comme ça. D'autres fois, ce sont des imprévus, par exemple, des réseaux qui cassent à un moment donné où le chantier a commencé sur une terrasse. On se rend compte qu'effectivement, ils sont vieux, qu'il faut changer tout ça. Oui, ça va reculer, ça va faire un surcoût, mais il se rend compte qu'il est obligé de le faire quelque part. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir sur place aussi, tiens, finalement, cette salle de bain, je ne l'avais pas prévue, mais le fait de changer cette fenêtre, ça va me faire des travaux. En fait, le fait de changer une chose, ça va impacter tous les autres lots. Bien sûr. L'électricité, finalement, on ne veut plus des appliques, mais on veut une lumière centrale. Ok, on passe par le plafond, il n'y a pas de faux plafond. Donc, en fait, une petite chose. Ce qui est simple et rapide pour des clients, en fait, ne l'est pas du tout quand on a mais quand on leur technique à gérer. Explique, après, ça devient facilement plus compréhensible. Il suffit de communiquer et expliquer. Oui, et puis j'imagine que si on fait une petite modification au niveau d'une fenêtre, peut-être qu'en termes de temps de travaux, c'est pas si énorme que ça, mais derrière, il y a la partie administrative à gérer. Et donc justement, la modification du permis auprès de la mairie, ce qui peut retarder de plusieurs semaines. Si on modifie, en tant que tu le sais très bien aussi, on modifie sur l'extérieur, il faut faire une déclaration pour ajuster cela aussi. Donc voir si c'est possible. Quand tu vois tes clients, donc là tu vas faire effectivement l'étude de faisabilité, tu vas faire un petit peu tout ça. À quel moment exactement tu vas établir le devis pour tes futurs clients? Alors pas tout de suite.
Hein. Tout de suite. On va partir sur une enveloppe d'abord pour les rassurer et puis D'accord. pour voir si ça rentre aussi dans le jeu. Mais il faut faire d'abord des études, les plans, les pièces écrites D'accord. pour faire après un marché et sélectionner les entreprises. Donc en gros, pas de plan, pas de devis. D'accord. Là, demain, j'ai des travaux à prévoir. Évidemment, c'est pas que de la peinture. Je vais avoir des retouches d'électricité, de plomberie, le carrelage, une rénovation complète. C'est bien, c'est où J'espère ici ici. pour toi parce que ce serait du travail pour plusieurs années. Avec plaisir. Voilà, j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir te proposer ça, mais il va falloir que je travaille encore un peu. Là, on est dans un cas où il y a beaucoup de corps de métiers différents. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu vas faire toi en tant qu'architecte. Tu vas évidemment dessiner les plans, voir avec la mairie, faire tout ce travail-là, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu fournis le projet, le client se débrouille, ou bien tu es capable aussi d'aller jusqu'au bout de la chose? Alors le client a le choix de nous choisir en mission simple, D'accord. en mission partielle, on va dire, jusqu'au permis de construire, ou même à des études au préalable avant. Hein. Et il peut nous choisir aussi pour la mission totale, donc là pour le suivi du chantier. Donc effectivement, en tant qu'architecte HMONP, maîtrise d'œuvre, habilité à la maîtrise d'œuvre, donc oui, on peut suivre des chantiers, c'est ce que nous faisons assez fréquemment aussi, pour communiquer entre les entreprises et avec le client aussi. En fait, on est un petit peu comme le chef d'orchestre entre tout le monde, entre les administrations, le client, les entreprises. Et D'accord. après, avec des réunions de chantier toutes les semaines pour justement faire des rapports et faire évoluer, communiquer entre nous techniquement. Le plombier, il a besoin de telle réserve. Voilà. Tu récupères des fois des clients comme ça qui ont pensé pouvoir le faire et au final, c'est une catastrophe. Ouais. Et... Ou alors qui ont eu l'expérience d'une ancienne maison et Ouais. qui veulent surtout plus Surtout passer. plus, Non. Ouais, c'est Alors, mon cas par vrai exemple. que quand nous, on est là, il faut quand même tenir aussi Ah, bien sûr. les équipes. Mais quand il n'y a pas un professionnel aussi derrière, j'imagine, et je vois bien que c'est encore plus difficile. Et puis j'imagine en plus que si on te fait travailler, si on décide de te faire travailler, c'est-à-dire y compris dans le choix des artisans, tu vas les sélectionner un minimum, tu vas faire un minimum de contrôle avec cette personne. On est obligé de vérifier déjà les assurances, bien sûr, décennales. les décennales, les chiffres d'affaires, on est obligé de tout vérifier avant de les Ouais, présélectionner. donc ça reste quand même une garantie, quoi, parce que c'est vrai que nous, si on les choisit sur Internet, forcément, ça va pas être... Oui, puis il ne faut pas choisir n'importe quelle entreprise aussi, et pas les moins chers forcément, pas les plus chers, mais le juste milieu. Quand tu récupères aussi des dossiers comme ça de particuliers, est-ce que tu vois que par exemple les budgets ont été très largement sous-estimés ou en général quand même on est dans une fourchette assez crédible? Ça dépend des cas. Dépend. Mais quand même en général, oui, c'est un petit peu sous-estimé. Alors en plus, on est dans une époque où les coûts augmentent très rapidement. Même là en ce moment avec le coût de l'essence, les matériaux, les fournitures continuent à augmenter. Donc voilà, après l'époque Covid, on a quand même eu des augmentations de 20-30% et ça ne fait que et c'est pas redescendu depuis, quoi. Ah bah non. Ouais. Donc oui, les coûts sont un peu sous-évalués. Ce matin encore, lors de ma visite, je me suis rendu compte que le client n'avait pas forcément le budget pour faire toute la rénovation qu'il avait envie. Donc après, c'est des discussions, dire peut-être qu'on va travailler par étapes. Oui. Moi, je préfère être claire et leur dire ça va vous coûter tant d'euros et votre enveloppe, pour l'instant, n'est pas suffisante, que leur faire miroiter que le projet rentre avec ces prestations-là. Et après, sur chantier, dire « Ah, c'est des travaux supplémentaires ». Non, je ne mange pas de ce pain-là. D'accord. Ça rejoint un peu à la question suivante, c'est quelle est la meilleure façon d'éviter un peu toutes les dérives qu'on a vues, c'est-à-dire les mauvaises surprises, qu'est-ce qu'on fait pour avoir finalement, je t'appelle demain, je veux avoir un projet, que ce soit de la construction, de la rénovation, je veux que ce soit béton, qu'il n'y ait pas de problème, pas de surprise, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans ces cas-là pour y parvenir? De travailler avec d'autres professionnels pour faire des études plus au carré, quoi. Faire des CCTP, quelque chose de technique particulière, de faire des plans pro, de faire intervenir des dessins de fluides pour avoir le moins de surprises possible, même quand on les Donc bien travailler le projet en amont déjà, vraiment avant de poser la première pierre. Il va pas commencer en septembre, il va peut-être commencer en janvier, mais au moins il est là. Mais on aura eu le temps. Et malgré des fois des études, on se retrouve quand même, comme on l'a dit, avec des cas pas prévus non plus, quand on découvre des choses ou encore que le client change d'avis. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas aussi, mais qui peuvent arriver. Ouais, oui. Super. Merci beaucoup, Elodie. J'ai une dernière petite question. Tu as créé il n'y a pas longtemps un club, le club de Fréjus, le très beau club de Fréjus, là, depuis le début de cette année, ça se passe très bien. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer un club d'affaires? Pourquoi tu as plusieurs expériences dans différents réseaux, de très bons réseaux d'affaires? Tu étais dans un BNI, dans un club aussi, je crois, pour les femmes entrepreneurs. Exactement. Voilà. Pourquoi est-ce que tu aimes déjà ce côté réseautage? Qu'est-ce que ça t'apporte? J'aime le côté humain.
Oui. Déjà, j'aime le relationnel. Je trouve qu'être entrepreneur, c'est pas seul au fond de son bureau, mais c'est un partage entre d'autres professionnels qui sont pas forcément du même milieu que nous. Ça permet d'avoir un soutien, ça permet d'avoir des échanges et un apprentissage. Et je trouve que COS, c'était une bonne formule, c'est une bonne formule, de par ces différentes réunions qu'on va pouvoir offrir aussi à nos adhérents. Il y a du business, mais il n'y a pas que du business. Je trouve que c'est un peu comme une famille des business. Et on est entouré, on apprend beaucoup des autres métiers, des assureurs, des avocats. Enfin, moi, je suis dans le bâtiment, donc on apprend toujours déjà dans le bâtiment parce que ça ne fait qu'évoluer et qu'on n'est pas sachant de tout. Donc on s'entoure de bons plombiers, hein. On sélectionne bien sûr les entreprises. Et chaque fois qu'un va faire... Tu sélectionnes les entreprises finalement dans ton club comme tu le fais dans ton activité professionnelle. Voilà. Et chaque fois qu'un des membres va faire une présentation sur sa profession, ben, on apprend tous en fait et on ressort de là plus enrichi. Donc voilà, c'est un plaisir d'animer l'équipe sur Fréjus. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Merci à toi Elodie, merci. Beaucoup. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui veulent une architecte HMONP hyper compétente, il y a le numéro d'Elodie qui s'affiche dans la vidéo. On en mettra un petit peu plus aussi au niveau de la description et de la bio. N'hésitez pas à partager et à liker sa vidéo, hein, ça donnera un peu plus de visibilité à Elodie, à la vidéo et puis bien sûr peut-être aussi à votre entourage qui pourrait être en recherche de quelqu'un d'extrêmement compétent. Merci à tous. Dans 15 jours, je reçois Émilie Demure qui est conseillère en immobilier pour la société Sotheby's International Realty et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.